à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. On va parler Bitcoin, on va faire une courte vidéo en ce jour d'ascension. J'ai une confiance absolue en Bitcoin par rapport à toutes les informations que nous détenons actuellement en notre possession. Peut-on avoir des sérieux doutes pour le reste du marché? On va répondre à cette question et j'espère que je vais pouvoir vous apporter un maximum de valeur. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. On avait fait un travail dessus, notamment sur le live de vendredi dernier à 12h30, disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Je l'utilise personnellement depuis des années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, mais plutôt côté investisseur ici, c'est une stratégie de risk management. Si vous êtes plutôt trader, plutôt trading, je vous propose un petit jeu, puisque BitGet nous propose de gagner 10 000 € en rejoignant BitGet Trader Pro. C'est assez sympa, en fait, puisque c'est du gratuit et c'est du free. En réalité, vous n'utilisez pas votre propre argent. Et c'est intéressant d'avoir une forme d'incitation pour pouvoir s'essayer au trading amateur et à quel point c'est difficile. Alors pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Pas parce qu'en fait, on peut éventuellement le faire ensemble, et on va créer d'ailleurs un lien directement sur le Discord, ici dans l'onglet, dans le salon Trading, voilà, Live Trading, et je mettrai un petit salon éphémère avec BitGet Compet Trader Pro par exemple, ça peut être sympa et je vais le faire avec vous. Comme ça, je vous apporterai quelques tips et ce sera disponible à l'ensemble de la communauté. Ce que j'ai apprécié, ce sont les conditions. Et les conditions me semblent cohérentes, si vous voulez. Voilà, trader pendant au moins 15 jours, maintenez un profit quotidien supérieur à 0 pendant au moins 10 jours, au moins 25% pendant 48 heures consécutives, au moins 60 heures sans aucun ordre final d'intérêt. Il y a beaucoup de conditions en réalité à respecter. Par exemple, celle-ci, la perte maximale de votre compte ne doit pas dépasser 30%, ou la perte maximale de vos positions ne doivent pas dépasser 40%, qui permet en fait d'ores et déjà d'essayer de conserver un espèce de risque-récompense, risque management assez cohérent. Levier jusqu'à x20, donc ici on ne parle pas des x50, x70, x100, voire x125 comme beaucoup ont pu s'y essayer et malheureusement ça coûte extrêmement cher en tant que maintien de position et je ne pense pas que ce soit réellement une cohérence totale par rapport à un trading professionnel. Donc c'est limité à x20, ça ne veut pas dire qu'il faut faire x20 bien évidemment, mais j'ai trouvé ça plutôt cohérent tout simplement. Donc comme il y a des petits giveaways à gagner, comme il y a un petit peu de pognon à gagner, ça peut être intéressant éventuellement de s'y essayer. Et moi je vous le rajoute, s'il y a une possibilité de nous traquer, nous au sein de la communauté avec nos UID, à ce moment-là on fera un petit giveaway du type 300 € pour le premier, 250 € pour le deuxième, ou 150 € pour le deuxième et 50 € pour le troisième. On peut éventuellement faire un giveaway de 500 balles là-dessus. Je trouvais ça sympa de le faire au sein de la communauté des rois, et ça permet de donner une chance supplémentaire et voir qui c'est le meilleur trader de la communauté des rois, et ça sera disponible d'ici 7 jours. Voilà. Je trouvais ça sympa de vous en parler, d'aller un tout petit peu plus loin de ce qui nous est présenté actuellement. Si vous n'avez pas de compte, je suis en partenariat avec BitGet depuis quelques mois maintenant. Vous avez le lien dans la description, ça vous permettra de recevoir des fees gratuits pendant à vie, me semble-t-il. Hein. Je crois que c'est à vie, moins 10% sur vos fees, etc. Et ça permet quand même de s'y essayer gratuitement et de créer quand même un espèce d'enjeu, une espèce d'adrénaline, parce qu'il y aura un petit enjeu du côté de la communauté et on se battra et on se counterdra entre nous. J'espère que ça vous plaira. Je vais créer le salon juste après la vidéo et vous l'aurez dans le Discord Live Trading. Je crée ce petit salon-là, tout simplement. On va parler Bitcoin. Un petit peu lourd Bitcoin, mais c'est pas forcément le Bitcoin qui est lourd actuellement, c'est surtout le sentiment. On a réintégré un range. Quand on réintègre un range sur une déviation, généralement c'est bullish. On peut aller chercher les petits déséquilibres de marché qui se trouvent actuellement en daily. Vous les voyez aussi très bien en 4 heures. On avait un petit gap CME qui s'était produit aux alentours des 62 500 $. Il a été comblé, donc la liquidité vient fermer ces gaps CME. C'est exactement ce qu'on attend sur des gaps de continuation et non pas des gaps de rupture. Donc les gaps de rupture ont été faits extrêmement bas, ils ne sont pas obligés d'être comblés. Il y en a de gaps de continuation qui sont actuellement sur les 32 000 $ qui seraient censés être comblés 9 fois sur 10. Donc est-ce que on nous attend à un Black Swan? Actuellement, malheureusement, rien ne l'indique. Donc les objectifs se trouvent plus haut. Moi, j'ai des petites targets pour fin d'année aux alentours des 90 000 $. J'utilise quoi? Des extensions de Fibonacci, notamment en m'imprégnant des héliotismes. Vous savez, si vous êtes héliotisme, c'est très cartésien. Ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez ici un play en fait à observer. Vous savez, les 4, chez les héliotistes, aiment beaucoup prendre leur temps. Donc généralement, c'est pas complètement délirant de voir de longues consolidations pour former des 4, généralement flat, en ABC par exemple.
Donc on peut partir du principe qu'on a peut-être une A ici, peut-être une B pour aller la chercher, voire une C. Les B peuvent être éventuellement par extension. Aller chercher ici une petite poche de liquidité pour aller chercher la liquidité qui se trouve plus bas. Je préfère franchement qu'on aille chercher le premier Henry en premier plutôt que d'aller chercher les 75-77 000 $ parce que ce sera très probablement défendu. Rappelez-vous de cela, hein. Oui, il y a de la liquidité qui s'y trouve, bien évidemment, ça on le voit sur nos indicateurs qu'on utilise régulièrement, hein, sur notamment la carte thermique de liquidation qu'on peut éventuellement essayer d'aller chercher sur Binance, qui est directement corrélée par rapport au carnet d'ordre, logiquement c'est on-chain, donc c'est relativement... alors, je ne dis pas que c'est à argent comptant, mais techniquement, ça peut éventuellement être logique et rationnel d'observer des maps de liquidité comme suit. Généralement, ça se défend, ces maps de liquidité. Donc si on vient la chercher, partez du principe qu'il y aura des vendeurs à découvert qui s'y positionneront pour pouvoir utiliser ces liquidations pour porter de grandes quantités d'ordre, hein. Comprenez-le vraiment comme ça. C'est exactement la même chose sur les 50 000 $. Ne pensez pas que si on va sur les 50 000 $, il y a un panic sell qui nous enverra à 30 000, puisque ce sera généralement défendu et on utilisera ces maps de liquidité, ces poches de liquidité pour pouvoir, nous, de notre côté, les utiliser pour passer des longues, tout simplement. Donc moi, je suis toujours attentiste sur ce marché. Si on parle plutôt trading ici, j'attends mon premier arrêt et je le jouerai relativement aisément. Avec en deux positions, c'est toujours les mêmes puisque je ne connais pas l'avenir. Une position 1 ici en swing sur le premier arrêt et une position 2 dans une zone de rechargement d'achat. C'est une target qui n'est pas encore réactivée puisque les tendances sont faites. Il faudra avoir des réintégrations en trimestriel, donc ça peut prendre encore du temps, mais clairement j'ai du cash pour pouvoir réallouer ici et j'en réallouer sur le premier arrêt. Vous connaissez un petit peu ma stratégie là-dessus de swing trading. Et c'est pour moi le trading qui fonctionne le mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est celui qu'il faut utiliser pour vous, puisque c'est celui qui me ressemble le plus. Il faut le comprendre aussi comme ça. Bon, les 4 prennent leur temps. Dès lors, s'il y en a une 4 ici, on peut aller chercher des extensions de Fibonacci, on peut le regarder. Alors, c'est pas forcément correct, puisque ça fait des mois que je n'ai pas modifié ce truc-là. Donc, on va chercher notre bottom, on va chercher ici notre 5 par rapport au précédent mouvement. Donc, on a eu 1, 2, 3, puis 4 et 5 par extension. Si on vient la chercher ici, les objectifs généralement de 5, c'est 0,618, 93 000 $. Bon, ma foi, ça peut être un objectif cohérent. 1, 1,618, 2 et 2,618 sur ces 5 par extension, dans cette constitution d'une forme de parabole qu'on est en train d'observer actuellement sur Bitcoin. Donc cette petite 5 peut nous envoyer à 213 000 $ de façon assez facilement finalement, hein. Il faut le comprendre comme ça. Si on vient chercher le premier arrêt, à ce moment-là, on fait de la prédictive et on déplace un petit peu notre zone de cadre avec une flat ou une XYZ. Ça peut être aussi possible, voire XZ, également possible. 0,618 les 89 000 $. Donc vous voyez, on reprend ce compliance de 90 000 $, puis 111 000 $, puis 1,618, 150 000 $, puis 2, voire 2,618, 210 000 $. Vous voyez que c'est assez facile d'aller les chercher sur cette toute petite time frame, hein, parce qu'on est actuellement en daily et généralement les 5 sont les plus violentes. On peut partir du principe qu'on est dans une 5 alors on n'a même pas encore commencé la 5 de la grande 3. Hein, parce qu'il y a la grande 3 qui va aller chercher après une 4, puis une 5 et potentiellement par extension. Why not? Bitcoin à 1 million, mais personnellement, je n'y crois pas trop, puisqu'il y a aussi des 5 tronqués qui peuvent être mis en place. Et cette 5 tronquée, ce serait pas très joli, parce que si on a une 5 tronquée sur cette petite time frame, je vous le montre comme suit, on imagine un truc comme ça. Hein. Une flat, par exemple, on va chercher une 5 tronquée dans une zone de rechargement d'achat, et derrière, on structure quelque chose de pas joli. Un W en weekly qui piège dans un M-top en mensuel. Ça, c'est vraiment pas joli et honnêtement, nos espoirs vont être probablement amenuisés de façon assez correcte et assez franche. Mais actuellement, nous n'y sommes pas, donc c'est boule. Et je ne sens pas en fait cette boule attitude, pour la simple et bonne raison que j'aime beaucoup regarder moi le Fear and Greed. Mais on s'est complètement fracassé la tronche, on est repassé à 55 de Fear and Greed. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vécu en fin 2020. C'était ici, on était même retombé à 40, 41, 38, alors qu'on n'était même pas parti chercher un premier arrêt. C'était juste en fait nos émotions qui nous expliquaient qu'on a une perception de voir quelque chose de bear, alors que c'est clairement pas bear. Soit dit en passant, on a peut-être une toute petite différence, j'ai bien aimé faire ça, on a fait ça avec les académiciens mardi. C'est sympa à faire. Je vous ai reproduit, en fait, je vous ai copié-collé. Toujours ces matchs wake-off qu'on tente d'analyser, qu'on tente de décortiquer, qu'on tente de copier-coller. Et c'est exactement ce qui s'était passé sur Nvidia. Donc, en fait, vous voyez exactement ici la charte de Nvidia. Vous avez vu à quel point c'est assez similaire. Donc là, sur Bitcoin, on n'est pas parti chercher la liquidité. Sur Nvidia, on était parti la chercher. Puis on vient chercher un saut. Et puis on vient chercher ici un UT. Puis juste là, on vient chercher un LPSI. Et finalement, c'était plutôt de la réaccumulation. Et on est parti faire des targets de AB égale CD sur Nvidia. On est parti chercher la stratosphère.
Et sur Bitcoin, c'est un petit peu plus lourd, mais est-ce si différent finalement sur une forme de pattern, de schéma de réaccumulation? Actuellement, on ne peut tout simplement pas définir si c'est de la réaccumulation, de la distribution. Donc choisissez votre camp et on a bien l'impression que cette polarisation du côté du sentiment est de plus en plus présente. D'ailleurs, je ferai un petit sondage de ce côté-là. Mais moi, par rapport à ce que je vois, alors moi je suis plutôt sur des grandes time frames, c'est extrêmement bull ce qu'on est en train d'observer. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller chercher un premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut, tout simplement. Mais je pense qu'une bonne petite jambe baissière, pour bien polariser le sentiment et nous passer du côté bear, ça peut être extrêmement intéressant. Et si vous le regardez comme suit, par rapport à Bitcoin, on devrait plutôt se réjouir d'observer ce type de choses. On est en train de créer des highs qu'on devrait venir, tôt ou tard, complètement déloger, complètement exploser. Et ça, c'est extrêmement... bon, il faut être patient pour l'observer. Hein. On ne time pas le marché. C'est très difficile à faire. Et on ne peut de toute manière pas le faire, puisque ça voudrait dire qu'on a des informations que le marché n'a pas. Et généralement, le marché réagit à ces informations à la quart de milliseconde. Donc ça reste difficile à prévoir, bien évidemment. C'est exactement la même chose sur Ethereum. L'impulsion de marché par rapport au price action peut être extrêmement violent pour aller chercher des targets de AB égale CD dans ce petit falling wedge ici. J'adore ces petits falling wedge. C'est des falling wedge de continuation. Honnêtement, on peut aller chercher en fait le point bas ici, un énième point bas aux alentours des 2700 $ à peu près. Si on vient un breaker au-dessus, honnêtement, c'est super bull. Hein, c'est clairement ce qu'il faudra jouer. Hein. J'imagine un truc, voilà, un petit truc comme ça. Donc jouer le pullback, hein, parce que si on vient à casser cette trend, on joue des trends, on joue des breakouts de trend dans des zones de rechargement d'achat, sur des premiers arrêts, honnêtement, il faudra le jouer. Et puis moi, personnellement, je reprenais une position sur Ethereum à ce moment-là, de swing, tout simplement. Hein. Je reste complètement cohérent par rapport à cette stratégie de swing. Et on ira chercher des objectifs aux alentours des 4400, 4700 $ à peu près sur Ethereum, et on pourrait même l'avoir de façon assez rapide. Hein. C'est même presque prévu pour le mois de juin. En revanche, maintenant que je vous dis ça, c'est en fonction des conditions, de comment on va pouvoir le jouer de façon rationnelle, mais par rapport à notre boussole temporelle, c'est pas ce qu'on est en train de nous expliquer, pour la simple raison que si on passe sur le 10 mai, étonnamment, max win price 62 000 $, dès lors, on confirme qu'on est bien dans un range. Si on part du côté du mois de mai au 31 mai, on est sur du 63 000 $, donc on ne devrait pas trop bouger tout au long du mois de mai. On attend les échéances, et notamment du côté des ETF au comptant Ethereum, on va en reparler, puisque Gary Gensler reprend la parole par rapport à ça. Et du côté du mois de juin, fin juin, on est à 48 000 $. Bon, c'est pas évident, hein, 28 juin, 48 000 $, 50 000 $ pour Bitcoin. Mon premier arrêt, j'agirai sur ces niveaux de valorisation, bien évidemment. Et d'ailleurs, vous avez des calls qui se sont montés de façon assez importante sur les dernières 48 heures du côté du mois de juin. Donc peut-être que des gens voient boule ici, hein, parce qu'on a beaucoup plus de boule que de bébert. Et si vous passez du côté de Ethereum, pareil sur le 28 juin, on serait à 2800 $ avec une forte polarisation, hein, notamment aux alentours des 6500 $ pour un strike price ici. Donc 2800 $. Bon, bah, ma foi, c'est pas très joli hein, de l'observer actuellement. On serait aux alentours, voilà, on serait parti chercher la petite liquidité et pourquoi pas continuer à faire strictement rien là-dedans en fait, hein, et aller chercher ce type de choses en attendant des breakouts, voire des déviations et des réintégrations. Bon, il se passe rien et actuellement, on est plutôt en train d'observer une forme de lassitude et de capitulation par le temps. En revanche, on voit un vrai changement de main. Et ce changement de main, on le voit par rapport à l'order flow. Donc, merci encore, Massouf, de ce partage-là. J'ai presque envie de dire qu'on est en train de locker en fait nos positions, de unlocker nos positions, de fermer nos positions, de close voilà, nos positions. On les ferme actuellement et c'est plutôt les baleines qui sont en train de mettre en place une stratégie d'aspiration. Hein, c'est clairement ce qu'on est en train d'observer sur l'order flow. On est tous du côté un petit peu... Bon, bah, on attend que ça baisse pour acheter et de voir éventuellement une opportunité. L'objectif hein, de ce type de schéma ou de ce type de situation de marché, c'est de nous empêcher émotionnellement d'acheter si ça baisse. Il faut le comprendre comme ça. Lorsqu'on a en fait vraiment un momentum très fort, et on voit qu'il y a une forte excitation, que ce soit émotionnelle, que ce soit psychologique, bien sûr, sur ce marché-là, on prie pour en fait retrouver des prix plus abordables, des prix plus intéressants. C'est exactement ce que Ethereum en fait est en train de nous offrir ici. On l'avait dit ensemble. Partez du principe que si les ETF au comptant Ethereum sont acceptés, on ne nous laissera probablement pas la possibilité d'acheter sur des niveaux de valorisation plus intéressants, notamment sur des premiers arrêts, en forme de consolidation, et nous donner le temps de pouvoir investir dessus. Donc actuellement, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Or, on est plus à dire qu'il y a 20% de chance, voire moins de 20% de chance que ce soit accepté. Dès lors, le fondamental rattrape ici la technique, et on sera en fait coincé pour pouvoir acheter. Or, l'opportunité est déjà créée, d'ores et déjà créée.
C'est exactement la même chose sur Bitcoin. Quand on commence en fait à voir une explosion haussière avec un momentum extrêmement fort et qu'on voit ce prix entre guillemets un petit peu se dégrader et qui rentre en fait dans notre émotion d'une opportunité, il y a quelque chose qui se passe, peut-être chimique, j'en ai pas la moindre idée, et ça nous empêche d'acheter. On dit non, c'est oula, mais finalement, et si c'était différent, et si ça baissait plus, et si finalement on avait trouvé le top générationnel, et si finalement, et en fait on se fait bombarder de questions, de nos propres questions, de notre propre cerveau. Non, si on a décidé de faire quelque chose à un instant T. Et il n'y a pas de logique là-dedans, c'est juste de la rationalité. On agit, tout simplement. Et personnellement, j'agirai. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que par rapport à ma stratégie et par rapport à mes confirmations et mes conditions, j'agirai sur ces niveaux de valorisation, tout simplement. On fait 3 petites news, et je pense que c'est important de les faire, évidemment. La première, c'est ça, Ethereum, par rapport à l'ETF. Grayscale se retire. Donc, personne ne comprend réellement pourquoi. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations probantes par rapport à cette décision. Certains y verront le verre à moitié vide, d'autres y verront le verre à moitié plein. Moi, je le vois plutôt à moitié vide. Si vous êtes confiant, sachant que Grayscale avait déjà en fait mis à disposition de sa population, en tout cas de ses utilisateurs, des ETF sur les contrats futurs et sur les perpétuels futurs, comme il en existe tant depuis maintenant plusieurs mois, voire années, puisque ça a commencé à apparaître en 2021, pour information. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin des ETF au comptant Ethereum pour pouvoir acheter de l'Ethereum? Honnêtement, non, mais ça permet en fait de continuer à accumuler des bonnes nouvelles. Une forme d'adoption, une forme d'acceptation, une forme de cadre juridique. Comprenez-le comme ça, ça c'est très très important. Si vous voyez en fait les ETF au comptant Bitcoin qui ont une forte réaction par rapport au cours de Bitcoin, c'est pas parce que c'était des ETF au comptant Bitcoin, c'était parce que c'était en fait une classe d'actifs fortement réglementée et encadrée par la SEC notamment. Donc c'est une forme d'acceptation. C'est ça qu'il faut le comprendre. Donc s'ils sont refusés, c'est tout ça. S'ils sont refusés, c'est tout au comptant Ethereum cette fois-ci, c'est que la SEC n'a pas encore pris sa décision pour en créer une classe d'actifs, en tout cas pour le reconnaître en tant que classe d'actifs. C'est ça qu'il faut le comprendre. Dès lors, ça confirme en fait ce que j'ai dit en début de cette vidéo. J'ai totalement confiance en Bitcoin. Et il faut avoir confiance en Bitcoin, et graphiquement on le voit. Et peut-être de sérieux doutes du côté de nos cryptoactifs préférés, parce qu'en fait, ce sont les acceptations des ETF au comptant Ethereum qui catalysera l'intégralité du marché, et je pense, pour être tout à fait honnête avec vous, qui catalysera tout le alt season, puisque ce qu'on oublie souvent, c'est que Ethereum a fait partie d'une ICO. Et c'est clairement ce qu'aujourd'hui, Gary Gensler, et notamment la SEC, condamne. C'est même pas... et je vais même aller plus loin, réprimande. En outrepassant, soit dit en passant, ses fonctions. Mais comprenez-le comme ça. L'acceptation des ETF au comptant Ethereum, ce sera pour moi un catalyseur extrêmement puissant vis-à-vis du alt season. Maintenant, on peut le reprendre par rapport au total crypto, ici au niveau du numéro 3, on ne nous laissera pas la possibilité d'être tranquillement installé sur un premier arrêt. Donc si aujourd'hui vous prenez une décision qui est fondamentale, en quête d'une adoption, et d'une logique. En fait, on parle ici uniquement de bon sens. Si pour vous, votre bon sens, c'est que les ETF au comptant Ethereum soient acceptés, qui lanceraient potentiellement le bull market du alt season, parce que, étant donné que ça a été fait via un ICO, tous nos ICO seront entre guillemets protégés. On aura mis de la crème solaire sur nos crypto-pépites préférées, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas encore aujourd'hui, des ICO. Ça veut juste dire qu'actuellement, c'est un petit peu en eau trouble, si vous voulez. Donc, ça légitimera les levées de fonds via des ICO. On va partir du principe que plus on sera proche de l'échéance positive, moins on sera sur des niveaux de valorisation intéressantes par rapport au crypto total, et plus malheureusement ce sera de plus en plus pessimiste, plus on verra en fait le prix se dégrader. La technique a toujours raison, souvent en avance, et le fondamental rattrape cette technique-là. Mais actuellement on est polarisé. Donc c'est plutôt à vous de choisir finalement. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent que ce sera accepté dans les prochaines semaines ou prochains mois. Peut-être pas là dans les prochains jours, mais à minimum dans les prochaines semaines, prochains mois. Dès lors, si vous pensez que ça va être accepté, il faut d'ores et déjà commencer à penser à se positionner. Faites partie de ces personnes qui essayent de suivre ces opportunités. Et si on a tort, ma foi, on fait pas all-in, bien évidemment. Et puis c'est pas grave. On continuera et ce sera tout simplement que repousser pour le moment mieux sauter. Ça, c'était la première news. La deuxième news, elle est ici. Après Robinhood, Gary Gensler, la SEC menace encore tout le secteur crypto. On va pas le lire, je vous laisserai le prendre, mais il y a rien de nouveau en fait par rapport à ce que dit Gary Gensler. Grosso modo, il nous explique qu'il maîtrise un marché à 110 000 milliards de dollars, dont la moitié sur le sol
enfin d'ailleurs américains, dont la moitié sur les marchés obligataires, etc. Mais la crypto-actif, ça représente sur 110 000 milliards de dollars, ça représente que dalle, 0,002%, c'est ridicule en fait ce que ça représente. On parle de 2000 milliards de dollars pour le marché crypto. Donc vous comprenez bien que c'est déjà en fait juste complètement fou à quel point cette personne parle en fait déjà du marché crypto. Enfin j'en sais rien, c'est comme si vous aviez une pelouse du Stade de France pour jouer au football, et qu'il y avait un caillou en plein milieu de la pelouse et que tous les yeux étaient rivés sur le caillou au milieu de la pelouse. Mais en fait, Gary Gensler, son objectif, c'est de prendre le caillou et de le balancer, en fait. Bah, nous, on aimerait que ça devienne un énorme rocher. Comprenez-le comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, la logique du bon sens qui veut qu'aujourd'hui, Gary Gensler prenne autant de temps, après ce qu'on peut observer actuellement, alors même si on est dans ce marché-là, prenne autant de temps en fait, à parler de ce marché-là, c'est pas très cohérent, finalement. Mais en parlant de cohérence, c'est quand même politisé. Dès lors, Donald Trump va accepter les dons Bitcoin en crypto-monnaie pour financer sa campagne électorale pour l'élection présidentielle américaine. C'est peut-être passé inaperçu de votre côté, ça a été fait en fait c'est sorti il y a quelques minutes et j'étais très content de le lire, puisqu'on ne parle pas que de Bitcoin. On parle de Bitcoin et crypto-monnaie. Alors à mon avis, il va recevoir un paquet de shitcoin. J'espère que ça va être marrant quand il va sortir sur l'adresse publique pour recevoir ses dons, parce qu'il va avoir du PP, il va avoir des trucs complètement dingues. Ça va être super drôle en fait. Mais ça fera parler. Et vous comprenez-le comme suit. Hein. Aux États-Unis, il n'y a pas de mauvaise publicité, il n'y a que de la publicité. Donc, publicité bonne ou mauvaise, c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'on parle. Si on parle, c'est que ça brille. Si ça brille, c'est qu'il y a l'intérêt. S'il y a de l'intérêt, bah plutôt bullish, hein, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a de l'adoption et qu'il y a des gens en fait qui s'y intéressent, évidemment, avec un I majuscule là-dessus. Et c'est juste formidable de l'observer. Moi, je suis très content de voir Donald Trump qui a accepté ça. Mais ce qui va nous faire rire, c'est pas qu'il l'accepte, Donald Trump. Ce qui va nous faire rire, c'est que Joe Biden l'accepte également. C'est ça, en fait, qui va commencer à être super intéressant. Et qui va nous rendre, en fait, dans une espèce de marasme psychologique. Non, mais cherchez pas, c'est bullish. Et d'ailleurs, Donald Trump le dit, si vous aimez les crypto-monnaies, vous devriez plutôt voter pour moi. Mais il n'est pas en train de dire qu'il va tout légaliser, il n'est pas en train de dire qu'il va mettre un cadre juridique, il est juste en train d'essayer de faire, de s'accaparer des voix. Et c'est tout l'enjeu d'une campagne présidentielle. Et je doute très franchement que Joe Biden, en fait, se coupe de cette partie d'électorat. Je pense très franchement qu'il n'y aura pas de clivage entre pro-crypto et anti-crypto. J'ai un doute extrêmement sérieux par rapport à ça. Dès lors, je pense que ce sera plutôt bullish et je me prépare psychologiquement à que Joe Biden accepte également des dons en Bitcoin. Alors, peut-être que lui, il acceptera que les dons en Bitcoin et vous avez compris pourquoi. On continue avec cette super intervention et ça continue en fait à alimenter des spéculations de très long terme. Arkham c'est une société qui fait de l'analyse on-chain, dévoile un portefeuille secret du gouvernement américain. Alors, il en existe beaucoup des portefeuilles, entre guillemets, secrets américains. C'est juste des portefeuilles qui ont été saisis. Hein, vous saisissez les portefeuilles, vous faites des transferts et vous récupérez les clés. Et en fait, vous avez saisi par rapport à du trafic de drogue, etc. ou du financement du terrorisme, enfin peu importe, il a saisi des cryptos, notamment des bitcoins. Mais aujourd'hui, le gouvernement américain, à quel point ça nous fait un peu flipper, parce que détient plus de 200 000 bitcoins. Donc on parle de BlackRock, etc., ou on parle de Saylor, Michael Saylor, qui lui d'ailleurs est plutôt du côté des refus au niveau des ETF contre Ethereum et que tout sera securities. Donc en fait, Saylor est plutôt bear du côté des cryptoactifs. Il est très bullish Bitcoin et ça va d'ailleurs dans son sens, mais il est très baissier du côté de l'ensemble du marché crypto, entre guillemets, qui sont passés par des cycles de financement via ICO. 200 000 bitcoins du côté américain. Ça, ce sera jamais vendu. Il n'y a aucune raison que ce soit vendu. Imaginez-le comme ça. Les Américains n'ont pas besoin de 12 milliards de dollars. Alors, s'ils le vendent, s'ils le sell-off, honnêtement, ce sera le dernier de nos soucis parce que ça veut dire qu'ils l'auront complètement banni du territoire. Donc, il ne faut même plus en fait en prendre considération de ce type de news. Je préfère vous le dire tout de suite. Même s'ils avaient 1 million de bitcoins, on s'en fiche. Et au contraire, c'est même plutôt très positif pour un espèce de garde-fou pour commencer en fait à s'alimenter un petit peu à l'instar de l'or, si vous voulez, vis-à-vis des banques centrales, de continuer à en accumuler pour pouvoir en fait émettre de la confiance. Si aujourd'hui le gouvernement américain ne se délaisse pas de ces bitcoins et le met un petit peu partout, et notamment sur Coinbase, qui fait partie, on rigole d'une chambre de compensation, etc., mais il y a quand même des bitcoins du gouvernement qui sont actuellement détenus par Coinbase. À partir du principe que c'est très positif. C'est un petit peu comme une banque, si vous voulez.
Voilà, tout simplement. En parlant de tout ça et en parlant d'adoption, je finirai là-dessus, et j'ai trouvé ça super intéressant puisque ça a été en français. Il y a Swissborg qui a proposé sa keynote 2024 en live. Malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer en Suisse, mais honnêtement, c'était super chouette qu'ils puissent le retranscrire directement en direct, en live, et le replay, vous l'avez à disposition. C'était très sympa parce qu'ils ont même fait des mojitos, donc je vous laisserai vraiment prendre le temps de le découvrir. Ça a fortement renforcé beaucoup de la communauté Swissborg d'un billet boule par rapport à ces sociétés-là, que je partage moi depuis maintenant plus de 2 ans. Je reste extrêmement bulliste, ça s'est vu d'ailleurs dans le token, et par rapport au token Borg, si aujourd'hui vous êtes Swissborger et que vous avez un compte Swissborg et que vous n'avez pas de Borg, ça peut être intéressant d'en détenir maintenant sur des niveaux de valorisation qui sont encore confortablement horizontales, j'ai presque envie de dire ça comme ça, dans des bonnes zones d'accumulation, puisqu'il est très probable que Swissborg en fait fasse partie du grand jeu européen dans les prochains mois si gros bull run il y a. Je pense que le token Swissborg sera clairement fortement valorisé. Donc je suis partenaire avec eux, vous avez encore une fois tous les liens dans la description depuis maintenant plus de 2 ans, et je n'ai clairement pas été déçu, et tous ceux qui font et tous ceux qu'ils nous partagent vont dans le sens que je m'étais fait de cette société il y a maintenant plus de 2 ans. Donc je suis très heureux de partager en fait leur philosophie, et à travers ça qui partagent la mienne également, et c'est pour ça qu'on s'entend très très bien, et je suis très heureux que ce soit sur le sol européen encore une fois. Donc pas plus de choses à dire, j'espère que je vous ai aidé. On reste encore un petit peu clivé actuellement. Est-ce que oui ou non on va avoir un gros sell-off des familles? Alors si vous êtes dans cette partie-là, je vous invite à regarder un truc. Si vous voulez un gros sell-off, ça concerne les mineurs. Si vous allez voir du côté des mineurs, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont nos copains les mineurs, ils sont juste ici. Ça fait des semaines que les mineurs n'ont plus bougé. Les mineurs accumulent. Donc est-ce qu'on peut éventuellement attendre un espèce de gros pic vert? Je vous le donne au mille. Généralement, les mineurs utilisent la volatilité pour pouvoir sortir, dans un sens comme dans l'autre. Donc vous avez compris lorsqu'on a fait les maps de liquidité, juste ici, qu'il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent au nord et il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent au sud. Si vous êtes actuellement en short et que vous avez des TP ici, partez du principe que ça fait des pressions acheteuses, et donc les mineurs vont pouvoir passer des quantités d'ordre importantes pour pouvoir financer leur fonds de roulement logique. Et si vous allez chercher plutôt du haut, ici, ce sera des liquidations de short. À ce moment-là, ce sera ici de la vente forcée au marché, non pas des TP, et les mineurs pourraient utiliser ces poches de liquidité pour pouvoir sortir également. Donc si ça part au sud, malheureusement, ça peut accentuer une accélération baissière, et il faudra regarder du côté des mineurs. Moi, je suis assez confiant. Si les mineurs ont vendu, je suis content. Je vous le dis en toute franchise. Et si vous regardez tout au long du cycle, alors c'est en gratuit, donc vous pouvez aussi l'avoir, par rapport aux mineurs position index, le MPI, à chaque fois qu'il y a des forts mouvements de volatilité, qu'on va chercher des poches de liquidité, vous avez des grands pics verts ici. En fait, ils vendent à coût de 5 000, à coût de 10 000 bitcoins, à coût de 15 000 bitcoins, etc. Donc ici, vous avez exactement le même phénomène. Une forte dépréciation avec la vendetta qu'il y avait eu notamment en mars 2023, une forte vente au marché du côté des mineurs. Ici, c'est exactement la même chose. On vient chercher en fait de la liquidité, tantôt en droite, donc beaucoup de volatilité, et les mineurs en profitent en regardant en fait ces grands mouvements de volatilité, très spéculatifs et très émotionnels, pour pouvoir sortir. Et en fait, ça fait des mois qu'il n'y a plus ça. Le VIX est au plus bas, il n'y a plus de volatilité, et mieux encore, il n'y a plus aucun volume. Il n'y a pas de volume sur ce marché, en fait. Hormis un petit peu sur Bitcoin. Allez, on peut se donner ça pour pouvoir se rassurer un petit peu, notamment du côté de l'index. On a quand même du volume qui est relativement stable du côté du Bitcoin. Bon, est-ce qu'on peut avoir une prétention assez équivalente par rapport à nos cryptoactifs préférés? Dès lors, si vous voulez attendre, soyez patient, et encore une fois, je dis qu'on est patient et qu'on a le temps chez les rois, et attendez que le marché vienne à vous si celui-ci décide d'y aller. Puisque actuellement, rien n'indique en fait un all season. Même si on a les premiers prémices d'une forme de rotation qui s'inscrit plutôt dans une forme de dégradation au niveau du cours, sans pour autant aller chercher des lots du côté de nos cryptoactifs préférés qui se sont fait déglinguer il y a encore 2 semaines en arrière, et côté Bitcoin qui, lui, va chercher des petits lots. Vous voyez un petit peu cette forme de « Ok, est-ce que, on pourrait presque dire ici, nos cryptoactifs ont suffisamment retracé, on est suffisamment allé chercher la liquidité, on ne va pas y revenir, mais vous les avez ça sur l'order flow. Bon, partez du principe que ça manque de volume de façon assez claire. On a peu de volume en fait du côté de Ethereum ici. On commence à en voir un petit peu quand même, mais on n'a pas cette explosion. On ne retrouve pas en fait, ça n'a pas été catalysé fortement par du volume ici. Ça a été un bon décalage par rapport à une news. Donc beaucoup de vrais Ethereum ont été
exécutés, donc peut-être moins spéculatif ici, mais j'attends en fait ces volumes-là. Et si vous prenez par rapport à vos cryptoactifs préférés, je vais les prendre juste ici, hein, on peut prendre, je sais pas, on va prendre les crypto-pépites, AVAX par exemple. Il n'y a pas de volume en fait. Si on prend, alors il faut peut-être avoir un petit peu de comment on dit ça, un petit peu d'historique. Vous voyez ici, enfin, en fait, il y a très très peu de volume dans des phases d'accumulation. Il y a relativement peu de volume en fait qui sont exécutés. On n'a pas des gros volumes là, des gros arrachements haussiers. On les a pas encore. Dès lors, on a encore le temps. Hein. VeChain, c'est exactement la même chose. Là. Vous avez beaucoup plus de volume pendant la première accumulation que pendant ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ici, vous avez sur Caps, sur crypto.com. Peut-être pas aller sur crypto.com. On va aller sur Atom Cosmos, c'est super intéressant aussi. Atom Cosmos, vous voyez, vous avez une forte accumulation en vue d'une expansion et puis là, vous n'avez aucun volume. Donc, il y a des plays qui sont intéressants actuellement sur Cosmos. Le jour où ça se réveille, accrochez vos ceintures. Mais actuellement, on ne le constate pas. Dès lors, pensez-vous que les professionnels sont en train, oui ou non, de se positionner sur le momentum des cryptoactifs? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des visibilités. Hein, la visibilité, c'est deux choses. Soit des certitudes, soit des incertitudes. Donc, il n'y a aucune certitude sur ce marché, mais le fait que ce soit vivant, que ça brille du côté des ETF, etc., et qu'on légitime d'un cadre juridique clair par rapport aux ETF, peut donner en fait un élan et une forme d'opportunisme, si vous voulez. Et les professionnels utilisent ces opportunités et jouent le momentum. Actuellement, sur beaucoup de nos cryptoactifs préférés, sauf les plus récentes qui quand même ont pas mal de volume, et c'est clairement ce qui est donné d'un point de vue plutôt marketing ici, on est plutôt un petit peu en retrait. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Donc, on a encore le temps. Je suis super bullish, je vous le dis en toute franchise. Pour moi, j'ai toutes mes confirmations sur des timeframes en trimestriel. Donc, je ne le vois pas en fait partir dans le désespoir. Et si ça venait à se passer, croyez-le ou non, mais le cash sera réalloué en très grande quantité. Voilà. Donc, opportunité dans un sens comme dans l'autre. Sinon, je suis suffisamment exposé. J'accroche ma ceinture depuis quelques temps maintenant et j'attends en fait que ça décolle, mais je ne peux pas timer le marché. Et nos objectifs temporels, comme ça on les redit ensemble pour ceux qui nous rejoignent à cet instant, ce sera fin d'année 2024, début d'année 2025. Hein, si on n'a pas commencé à décoller franchement fin d'année 2024, début 2025, ça veut dire qu'on a passé les élections présidentielles américaines du mois de novembre, on a oui ou non les reports potentiels des ETF au compte en Ethereum, etc. À ce moment-là, on se prendra des sérieuses questions sur éventuellement faire des arbitrages et se rediriger vers des actifs peut-être plus traditionnels. Et on aura peut-être perdu. Honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'on va nous surprendre. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment encore prêt pour nous surprendre, tout simplement. Sur ce, excellente après-midi